Et c'est parti pour les news du jour grâce au site de cocotland.com. Les boss, comme d'hab, ils font du très bon boulot. Je vous invite à utiliser ce site pour vous tenir au courant. C'est vraiment un très bon site, très qualitatif. Alors, hier, nous sommes arrêtés sur ce Ventirad qui avait un look vraiment d'iceberg. Quand même, plutôt sympa, un vrai look d'iceberg. C'était atypique. On connaît pas trop les performances, mais il était marrant. On a le test du SSD que nous avions évoqué plus tôt dans la semaine. On va pas aller voir le test. On avait déjà vu un graphique qui expliquait un peu les débits suivant les conditions. On sait que c'est du très bon matos. On rappelle, il était à un prix un peu au-dessus de 250, genre 260 ou 270, si je me trompe pas, pour 1 Tera. C'est du très bon matériel. C'est pas le moins cher, c'est sûr, mais c'est Samsung et Samsung en termes de SSD, on connaît et on se pose pas trop de questions, on peut y aller un peu les yeux fermés. On va avoir ASRock qui nous annonce une mise à jour de son BIOS. On commence à avoir l'habitude, il tombe petit à petit. Une news avec Nvidia qui nous parle de une station à 100. Alors ça on va voir, c'est du data center, mais c'est vraiment en général de la technologie de pointe pour du serveur, hein. Clairement, on est sur du matériel hautement performant. 2 petits jeux offerts chez l'Epic Game Store. On va aller voir. Je connais pas ces jeux, mais c'est gratuit, donc ça régale. Un projet de simulation de course. On va aller voir ce qu'ils arrivent à faire. J'ai déjà vu des trucs incroyables avec des sièges baquets sur vérin et tout pour avoir une sensation quasiment réelle de course. Il y a vraiment des gens qui font des trucs incroyables. On continue avec des problèmes de stock. Non, pas de stock, de production. Et pas vraiment des problèmes, mais un choix de production très court chez AMD. Encore plus court que chez Nvidia, visiblement. Donc on va aller voir ça. La dispo et les prix des cartes Nvidia, est-ce qu'on va encore une fois pleurer? Je pense, malheureusement. Alors ça, je ne ferai pas l'affront de commenter ça. Ça, j'en ai marre de voir les news sur les teasers pour Cyberpunk. Depuis le temps qu'il est annoncé qu'il devrait sortir. Ce sera sûrement un très bon jeu, hein, mais les news pour teaser Cyberpunk, c'est trop tard. C'est trop tard. Une news sur le GeForce Now de Nvidia qui s'offre un Safari. On espère qu'on parle pas de chasse ici, ça nous déplairait beaucoup. On espère qu'on nous parle du navigateur Apple, bien sûr. IO Interactive qui tease un jeu James Bond. Alors ça par contre, pourquoi pas, nouveau James Bond qui va sortir, qui devrait être sorti d'ailleurs, ou qui est déjà sorti peut-être même. Non, qui devrait sortir, je crois qu'il a été repoussé. Peut-être pour Noël ou un truc comme ça. Je suis pas sûr, cette information on va prendre avec des pincettes, je ne suis pas sûr. Mais un jeu James Bond, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu, pourquoi pas, si c'est bien fait. On sait pas trop quel type de jeu ils veulent nous faire, mais ça peut être sympa. Une news, alors ça pareil, on va pas plus commenter que ça, mais sachez que si vous voulez acheter une licence Windows 10 Pro ou Office 2019, c'est en promo. En général, c'est directement sur le site Microsoft. Sinon, vous pouvez retrouver la news sur le site de cocotland.com. Donc 12,26€ pour un Windows et 34,63€ pour le pack Office 2019. Donc des prix appréciables. On enchaîne avec un écran qui va envoyer du lourd. On aime les écrans qui envoient du lourd, même si en général on les voit pas en vrai, mais on aime bien, on voit qu'ils essayent de faire des progrès sur les écrans et nous on apprécie en tant que consommateur les marques qui essayent de faire des progrès. Les disponibilités sur les RTX 3000, on va encore pleurer sur une petite news Nvidia, on a l'habitude ces derniers temps. 2 écrans chez Philips en 144 Hz, ça c'est intéressant. 144 Hz doit devenir plus ou moins la norme
du milieu de gamme des moniteurs PC. Pour de la bureautique, on prend vraiment de l'entrée de gamme et dès qu'on veut faire du gaming, bim, milieu de gamme 144 Hz, on serait tous ravis. Donc ça nous intéresse beaucoup. Et on finira par un water cooling, un kit all-in-one, un de mes préférés, un qui est très cher aussi, mais un de mes préférés parce qu'il a ce petit écran LCD sur le waterblock avec un affichage personnalisable. Et ça c'est quand même très sympa. C'est un peu gadget, certes, mais c'est très sympa. On commence vite fait avec ça, ASRock qui nous annonce que ses BIOS vont être mises à jour, les BIOS en des cartes mères 450 et 470. Donc pour prendre en charge les nouveaux processeurs AMD Ryzen 5000. Oui, on sait, les autres certains l'ont déjà annoncé. Est-ce que on nous dit quand? Parce que ça c'est plus intéressant. On a déjà vu certains qui nous annonçaient début 2021 sans plus de précision. Ça on aimerait bien avoir une information. Donc là vous avez la liste des cartes. Ah du coup c'est que les B450. Peut-être que ASRock ne fait pas le chipset d'au-dessus. Mais on n'a pas l'information sur la date. Et en vrai c'est un peu le seul truc qu'on savait. Qu'on voulait voir, pardon. Parce que nous donner la liste des cartes mères qui vont être mises à jour, bah on imagine qu'il n'y en a pas qui vont pas avoir la mise à jour en B450 du moins. Donc on n'a pas la date. Et on imagine bien qu'ils vont mettre à jour. Et on imagine bien que tout le monde va mettre à jour en fait. Sinon c'est une erreur. Et ce genre d'erreur, en général, ils les font pas. On continue avec cette news de Nvidia qui nous parle de la DGX Station A100, un data center performant au format tour. Alors ça c'est très intriguant parce que si vous savez à quoi ressemble un serveur, si vous avez déjà vu, mais même un serveur très basique, je vous parle pas d'un data center plein à craquer de bêtes serveurs, mais juste une bête serveur, alors une armoire. Vous savez que c'est énorme, que c'est des objets énormes pour avoir des performances énormes aussi, forcément. Mais c'est des gros objets qui coûtent très cher, tout ça. Et il faut avoir de la place, c'est un frigo quoi. Clairement c'est un frigo. Et là on nous parle de quelque chose qui a un format tour, donc format boîtier ATX standard. On a même les dimensions. 64 cm de haut, donc petit, 25,6 cm de large et 51,8 cm de profondeur. On est sur une tour classique, vraiment pas une énorme tour. Peut-être un peu haute, non, même pas un peu haute. Et dedans on a quoi? Ça va être marrant. Qu'est-ce qu'ils nous mettent dedans? Ils nous mettent des GPU A100. Donc les GPU A100 c'est pas du tout pour nous. C'est vraiment pour du serveur. C'est des GPU qui valent très très cher. Avec tout un tas de mémoire. Par exemple ici nous avons le traditionnel A100 à 40 Go de mémoire dédiée. Rappelons-le, c'est un GPU, donc une carte graphique qui a 40 Go de mémoire dédiée. De la mémoire HBM2E qui est de la mémoire très très haute performance. Et ils nous disent ici que y a aussi le modèle avec 80 Go de mémoire dédiée. Donc 80 Go de mémoire dédiée, c'est énorme. Rappelons-le, c'est pas un ordinateur gaming. C'est du serveur, c'est pour gérer plein de choses à la fois, plein de tâches en simultané, plusieurs connexions, tout ça. C'est clairement un truc énorme. Et donc leur boîtier qui est pas plus grand qu'un boîtier format ATX pourra avoir 4 de ces GPU, donc un total de mémoire dédiée de 160 à 320. Voilà. Voilà, si vous voulez vous faire un data center chez vous, c'est possible si vous avez les moyens, mais vous n'avez pas besoin de beaucoup de place, visiblement. Donc voilà le visuel
le visuel de la bête. Donc vous voyez vraiment tout petit. Vraiment tout petit, hein. C'est un boîtier ATX. C'est une tour PC. Vous avez même les roulettes, incroyables. Ils y mettent les roulettes, c'est pas comme le Mac Pro où on doit racheter les roulettes, les 4 roulettes. Parce que forcément elles sont vendues seules. Non, elles sont peut-être vendues par paire. Je me moque, mais vous avez les roulettes. Bon, on a quoi dedans sinon au niveau processeur? On a un AMD EPIC 7742, 64 cœurs. On n'a pas l'habitude de dire 64 cœurs, hein, clairement. Bon, des fréquences plus basses forcément, hein, 64 cœurs, faut pas déconner non plus. On a un système qui propose 512 Go de mémoire RAM DDR4, 512 Go de mémoire RAM, bon voilà. On a au niveau connectique internet, on a 2 ports 10 gigabits et un port 1 gigabit, donc de quoi brancher à tout ce que vous avez besoin. Du 10 gigabits, ça tourne très très bien. Au niveau stockage, on a un SSD dédié de 1,92 Tera et le reste du stockage disponible, c'est 7,68 Tera. Donc tout ça avec du stockage très performant, aucun problème là-dessus, très rapide. Au niveau des connectiques vidéo, on a un mini DisplayPort à 4 mini DisplayPort. Ok, c'est un choix intéressant. Après, à partir du DisplayPort, on peut faire n'importe quoi. Donc au final, c'est le choix de la compatibilité infinie. Et 4 Go de mémoire dédiée pour vos sorties vidéo. Ce qui est aussi intéressant. Donc ça permet d'avoir une gestion de nombreux affichages sans problème. Et là, on arrive aux puissances. Bon, les puissances, ça va pas parler à grand monde. On est sur 2,5 à 5. On est 2,5 pétaflop et 5 péta OPS. Donc, alors les OPS, je sais même pas. C'est des nombres de. C'est des calculs, c'est un type de calcul. Je sais pas exactement à quoi ça correspond, mais c'est un type de calcul. Et pour les pétaflops, si vous voulez avoir juste une petite comparaison sur un truc qui peut vous parler, alors je sais plus si c'est la Xbox Series X ou la PS5 qui ont été annoncés avec 12 teraflops. Tera, pas péta. Donc en gros, 2,5 pétaflops, c'est 2500 teraflops. Donc voilà, 12 ou 2500. Donc après, on nous donne un peu une piste sur qui peut les acheter. On est dans des domaines très spécifiques comme l'imagerie médicale qui peut demander des ressources énormes. Sachez que le prix est tout aussi énorme que ses caractéristiques. On trouve ça sympa d'un point de vue tech, forcément. C'est des objets incroyables. Franchement, ce qu'il y a dedans, c'est incroyable. Mais c'est pas pour jouer à Fortnite ou à Code, hein, clairement. C'est pour des professionnels et des boîtes qui ont des bons investissements à mettre dans leur matériel informatique. Par contre, on notera quand même cette taille qui est incroyablement réduite pour un système aussi puissant et performant. C'est tout de même impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire. On imagine que tout ça est quand même bien étudié, bien refroidi et que on n'a pas le prix, mais on imagine le prix énorme, donc que le support Nvidia derrière est aussi performant. On continue avec un bon plan. On passe du truc qui vaut des milliers, voire probablement au moins facilement une dizaine de milliers d'euros. On n'a pas les prix, mais on n'est pas sûr de les vouloir. À un jeu qui est gratuit, quand même, c'est marrant. Donc ce jeu Elite Dangerous, est-ce que quelqu'un connaît? Moi je ne connais pas. On est sur un jeu avec un petit vaisseau. Un jeu dans l'espace. In space. Et en vrai, c'est marrant. Moi j'aime bien l'espace. Donc il y a moyen que je teste. En plus souvent les jeux
les jeux offerts sur l'Epic Game Store sont pas très très lourds à faire tourner, donc ça tourne à peu près sur tout. Et je pense que je testerai, mais je connais pas du tout. Sûrement un truc de bataille de vaisseau spatial, on imagine, avec ce genre de visuel. J'irai essayer. On continue avec le deuxième jeu offert, The World Next Door. Je connais pas non plus. Alors, c'est du puzzle. Puzzle super rapide, narration puissante et éléments visuels immersifs. Bon, GTA, c'est pas si dur que ça à faire tourner, si. J'avoue qu'ils ont offert GTA. J'avoue que je l'ai pris, mais je crois pas l'avoir installé. C'est si dur que ça à faire tourner GTA? Même en Full HD? Bon, ça, je peux vous dire que ce sera pas dur à faire tourner, au vu des graphismes. Ou alors, ça a été très mal codé, mais sinon ça devrait tourner sur à peu près tout. Je connais pas non plus, après, je suis moins jeu de puzzle. Ça m'est arrivé d'en faire quelques-uns, mais plus sur téléphone. Bon, c'est correct, ouais, non, c'est à peine correct du coup. 40. Après, c'est vrai que GTA, c'est peut-être. Ça doit être un des jeux les plus gourmands qu'ils aient offert. Parce qu'en général, c'est quand même des petits jeux qui sont ni très lourds, ni très gourmands. Et c'est normal, c'est pour que ça touche un maximum de personnes. Tout le monde n'a pas déjà 100 gigas de libre sur son disque et une carte graphique très puissante pour faire tourner un jeu très gourmand. Donc, alors on continue avec ces petites news, on va voir ce qu'ils ont fait. Du coup, ils ont fait un truc de simulation de course. Donc en général, on met un volant, des pédales, un siège baquet, des écrans. Donc là, on a le siège, le pédalier. On voit la tour ouverte sur le côté, le volant. Et donc tout ça pour mettre en avant une config. Ouais, ok. Donc ils ont mis quoi? Ils ont mis un Ryzen 7 3800X, un refroidissement, un Ventirad Dark Rock 4 de Be Quiet, une RTX 2070 Super Founder Edition, 16 Go de RAM et un SSD en PCI Express 4.0, plus un deuxième de 1 Tera pour le stockage. Moi, ce qui me... Bon, c'est plus pour mettre en avant une config que une vraie mise en place d'un truc de simulation. Moi, j'ai vu des trucs incroyables. Bon, ça doit demander des budgets aussi incroyables, mais avec des histoires de vérins et tout qui te reproduit les mouvements, les freinages, les accélérations, tout ça, ça peut être vraiment incroyable. Au niveau de l'écran, qu'est-ce qu'ils ont choisi? Parce que moi, commenter les volants, je ne connais pas les volants, donc les écrans, ça m'intéresse un peu plus. Ils prennent du 34 pouces en extra large, donc souvent c'est ce qu'on fait, enfin c'est ce qui est fait pour la simulation de course, parce que ça permet d'avoir... souvent c'est bien géré par les jeux ou les softs. Du coup, je sais même plus comment ça s'appelle. On appelle ça un jeu ou un soft quand c'est vraiment de la simulation? Mais en tout cas, extra large pour avoir une vision cockpit vraiment sympa. Même, j'ai vu pareil avec des écrans de malade du genre le G9 40 et quelques pouces là. Des gens faire de la simulation avec ça, ça doit être incroyable. Effectivement, les configs ouvertes, c'est en général c'est
soit pour des gens qui font des tests, et en fait c'est pas vraiment des configs ouvertes, c'est plus des tables de benchmark où on met des composants quoi. Soit c'est des trucs de salon, hein. Très peu de gens ont une config ouverte comme ordinateur de tous les jours. Ça n'a aucun intérêt, parce que si tu touches pas à tes composants, en fait c'est surtout l'accessibilité qui est, ou alors c'est des beaux objets et on est sur autre chose que l'objet utile quoi. Ça on devient un objet de déco. Des gens ont des configs en objet de déco, ça existe. Et pourquoi pas en vrai. Tout de même un jeu, même si c'est de la simulation, ce qui se veut le plus réaliste possible. Ok, ça me va. Moi j'aime le jeu, donc ça me va. Alors, cette news, du coup ils nous disent AMD communique sur le fait que ces cartes de référence vont être construites jusqu'à début 2021. C'est-à-dire, parce que là actuellement elles sont construites ou pas? Parce que vu qu'il n'y en a pas à acheter, on peut se poser la question. Donc construite jusqu'à début 2021. Ok, ok. En vrai, on s'en fiche. On sait même pas combien ils en construisent. On sait juste qu'il y en a pas. Là-dessus, sur les stocks, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Faut que j'évite de souffler dans mon micro. Ça doit pas être super agréable. Mais oui, ça me fait souffler. Ça me fait souffler. Mais voilà. Sachez que la 6900 XT est pas encore sortie. Donc, autre question. Est-ce que la 6900 XT elle s'arrêtera aussi début 2021 alors qu'elle n'est pas encore sortie? Ça, c'est pareil. On sait pas. On sait pas. On sait juste qu'on n'en trouve pas. Bon, la 6900 XT, elle n'est pas sortie, normal qu'on la trouve pas. Mais les autres, elles sont sorties, on ne les trouve pas. Oula, on arrive. Cette news, Nvidia. Après AMD, on passe à Nvidia. Toujours les cartes graphiques. Alors, 3070 et 3080, disponibilité sporadique. C'est-à-dire qu'il y en a très peu, il y en a un petit peu de temps en temps, en gros. Mais des prix qui baissent. Bon, ok, ils équilibrent. Ils mettent une mauvaise et une news un peu plus sympa. C'est bien, c'est bien, c'est intelligent. Comme ça, on n'est pas trop frustré à la fin de la news. Très bien. Bon, les disponibilités, on sait, c'est compliqué. Mais vu que c'est compliqué pour tout le monde, au bout d'un moment, on est habitué, donc bah, ça nous fait souffler un peu moins. Ouais, clairement, les stocks, les stocks, on sait plus trop ce que c'est, hein. Je pense que les gens qui étaient à la gestion des stocks, eh ben, ils ont dû être les premiers licenciés au moment de la crise et derrière, ils ont oublié de les réengager, hein. Parce qu'il y a quand même des problèmes, hein. Réengager ces gens, ils étaient bien, on avait des stocks avant, c'était bien. Bon, au moins des prix qui baissent. Ça équilibre un peu, ça équilibre un peu. On a quoi comme prix qui baisse? Allant de 20 à 50 euros pour plusieurs marques. Donc, ok, ça baisse un petit peu, même s'il y en a qui ont vraiment gonflé, hein. Il y a des trucs qui ont gonflé, qui ont pris 100 euros, voire plus. Alors, à combien est la moins chère maintenant? Si je veux une 3070, ok, 550 euros. 550 euros, 550 euros, c'est quand même correct. C'est le prix de la Founder Edition, si je me trompe pas. Donc très correct. Bon, après, il y en a une seule et direct après, on passe sur 630, hein. Donc c'est plus 630 les moins chers, parce qu'il y en a plusieurs. Et plusieurs de marques différentes. On a une Asus, une MSI et une Zotac. Mais de toute façon, ça devrait baisser un petit à petit. Ils peuvent pas garder des cartes aussi chères, surtout que Nvidia a continué d'annoncer la suite de ses gammes. Donc les 60 Ti qui devraient sortir en décembre. Les 3050 pardon, qui devraient sortir peut-être pas en décembre, mais sûrement début 2021, on pense, d'après ce qu'on voit passer en ce moment.
Et du coup, garder des 3070 trop chers, c'est pas une super idée, même si les 70 sont en général des très bonnes cartes et vraiment c'est c'est un peu à cheval entre le haut du milieu de gamme et le bas du très haut de gamme. Et du coup, c'est des cartes qui résistent bien dans le temps et souvent qui peuvent dépasser une génération de cartes graphiques. Donc, souvent des investissements intéressants, seulement si on les a à un prix correct et pas à, je sais pas, à combien la plus chère des 3070. Là, on a une 3070 à 780 € quoi, par exemple. Même 800. 800 pour la FGA. 800 € pour une 3070, ça fait très très mal, hein. Faut quand même rester correct et ne pas se moquer des gens. Ça fait très mal. Donc, demi-teinte cette news. Pas de disponibilité. On attend plus la news qui nous informera quand il y aura plus de problème de disponibilité. Parce que les news qui nous dit qu'il n'y a pas de stock, on commence à en avoir un sacré paquet tous les jours. Et chez tout le monde. Ouais, clairement, la 800 € pour une 3070 et pour quelques euros de plus, t'as la 3080. La, la question est vite répondue. On sait direct sur quoi on va partir. Il y a des placements en prix qui sont parfois difficiles à comprendre. À croire que quand ils sortent leurs produits, ils regardent pas ce qui se passe dans le monde, quoi. C'est en mode, on va sortir ça avec tel produit, tel prix, peu importe ce que font les autres. Et même que parfois, entre les gammes, entre les 3080 et les 3070 des mêmes marques, parfois, tu dis que même entre eux, ils se concertent pas, quoi. Parfois le marketing et la com, c'est compliqué. C'est compliqué. On continue avec cette petite news qui nous informe que GeForce Now, le service du coup, GeForce Now, c'est du cloud gaming ou ou du remote gaming. En tout cas, il s'offre Safari. Safari, le navigateur iOS, bien sûr. Donc, compatible avec Safari euh, pour les appareils fonctionnant sous iOS 14.2. J'avoue que je ne sais pas exactement à quelle génération ça correspond. Est-ce que c'est disponible chez nous? Oui, disponible chez nous, Amérique du Nord et en Europe. Ok. Donc c'est du remote, hein. Il faut quand même un PC qui fasse tourner le jeu. Ouais, c'est marrant, hein. C'est marrant, hein. Je suis d'accord. On sait pas trop où il se positionne, mais je crois qu'en vrai, il faut quand même un PC qui fait tourner le jeu. Moi aussi, j'ai cru à un moment que c'était du cloud gaming, c'est-à-dire que vous jouiez sur un serveur et que le serveur vous envoyait le flux, en gros. Mais de ce que j'ai compris, il faut avoir. Déjà, il faut acheter le jeu, il faut posséder le jeu, quoi. Et il faut un matériel capable de le faire tourner connecté à Internet. C'est ce que j'ai cru comprendre en me renseignant. Même si dans un premier temps, j'ai aussi cru que c'était du cloud gaming. C'est vraiment compliqué. Oui, donc c'est ça, le jeu tourne sur le PC, donc il faut un PC qui fasse tourner le jeu dans des bonnes conditions. Il faut posséder le jeu pour pouvoir le faire tourner forcément. C'est pas un abonnement, mais du coup, pas d'abonnement pour jouer en remote. On paye. Ça par contre, c'est dur quand même. Parce qu'au final, il faut quand même déjà beaucoup de trucs. Un PC, le jeu et un réseau capable d'assurer la transmission du flux, ce qui n'est pas toujours le cas. Croyez-moi, si vous utilisez que du Wi-Fi et que vous avez des murs, vous savez de quoi je parle. Et donc, ok, pas d'abonnement pour le remote. Du coup, l'abonnement c'est pour du cloud gaming.
là, il y aurait de la logique. Parce que faire payer juste pour avoir... Ou alors c'est peut-être du remote avec plus d'options. Je ne sais pas. C'est une bonne question. Je me renseignerai en vrai. Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est une histoire d'abonnement avec, du coup, pour le coup, du vrai cloud gaming. Et accès à un catalogue de jeux qui tourne à distance et dont le flux vous est envoyé. On attend toujours la révolution du cloud gaming. On attend toujours. Franchement, on nous l'a annoncé avec tellement de promesses que, en même temps, il y avait des grandes chances qu'on soit déçus, forcément. Mais peut-être qu'il y a un monde où ça marchera bien un jour. Ça demande un réseau sans faille. C'est aussi simple. Et le problème des réseaux sans fil, c'est qu'ils sont pas sans faille. Les réseaux sans fil, ils ont les problèmes de perte, en gros de non-stabilité, suivant, même si tout est fixe et tout, il y a des moments où les conditions changent pour plein de raisons, notamment parce qu'on a aussi de plus en plus d'ondes qui nous traversent à tous les moments. Et en vrai, le réseau sans fil pour le cloud gaming, c'est compliqué, ou alors faut avoir du matériel récent avec des très bonnes cartes réseau et être très proche de son routeur qui émet le réseau. J'ai fait un test très marrant il y a quelques jours. J'étais juste à côté de ma box, qui est même au réseau Wi-Fi. Donc en théorie, enfin pas en théorie d'ailleurs, en vrai, j'ai la fibre et ma box reçoit 500 mégas en téléchargement et je peux envoyer 300 mégas en upload. Donc ça, c'est ce qui arrive à ma box. Si tout était relié en Ethernet, en filaire 1 gigabit, j'aurais tout le temps ça partout. Sauf que c'est pas possible, pour plein de raisons. Donc là, je voulais tester le Wi-Fi. Et j'avais 2 pièces à côté, un réseau Wi-Fi horrible, avec un ordinateur. Et donc j'ai voulu voir si le problème venait du réseau en lui-même ou si l'ordinateur avait une mauvaise carte réseau. Donc je suis allé juste à côté de ma box, j'ai pris mon ordinateur, j'ai fait un test de vitesse, il m'a donné juste à côté de ma box 50 mégas et 50 mégas. J'ai fait le même test avec mon téléphone qui est un iPhone 7, donc un téléphone assez récent mais clairement pas de dernière génération. J'ai fait exactement le même test à la même distance et j'avais 300 mégas et 300 mégas. Donc on se rend compte que la différence elle est de x6 dans les mêmes conditions. La seule chose qui change c'est la carte qui capte le réseau. Même réseau, même distance. Et ça quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est incroyable. C'est incroyable sur une telle différence en fait. À une distance si proche. C'était vraiment, j'étais à 20 cm de ma box. Et ça m'a surpris, hein, ça m'a surpris. Après, mon PC portable est bien plus vieux que mon téléphone. Il doit y avoir au moins 4, peut-être 5 ans d'écart. Mais tout de même. Surtout que, en plus, c'est vraiment la carte Wi-Fi. Parce que si je mets un câble si je branche par câble, et bah, il reçoit la totalité de mon ordinateur portable, reçoit la totalité de mon réseau. La carte réseau en elle-même est capable de supporter 500 mégas et 300 mégas. C'est juste la carte Wi-Fi qui ne capte pas bien, en vrai. Franchement, divisé par 6, c'est pas bien. Donc clairement, le réseau, il y a du travail à faire, il y a des nouvelles. Le dernier Wi-Fi annoncé est incroyable. Il est vraiment incroyable si vous êtes dans la même pièce que votre appareil émetteur du réseau. C'est quasiment du filaire 1 gigabit, 1 gigabit quasiment, que ça soit en débit, en stabilité et en temps de réponse.
Après, pour passer les murs, c'est toujours le même problème. Passer les murs, suivant les murs que vous avez, l'ancienneté de votre habitat et tout, il y a toujours des problèmes. Mais on fait des progrès. Et ça c'est pas mal. Bon allez, on va continuer. Ça va, on n'avait pas beaucoup de news aujourd'hui, donc on peut s'attarder un peu sur des sujets qui sont pas forcément dans les news. On a IO Interactive qui nous tease un jeu James Bond. Alors, IO Interactive qui produit Hitman 3, donc déjà des boss, hein, et on ne doute pas de la qualité de leur studio. Qui nous tease un futur jeu Project 007. Donc voilà, est-ce qu'on va regarder le teaser? Est-ce qu'il est long? Oh, il est très très court. On va regarder le teaser. J'enlève juste la musique pour pas avoir le double son parce que ce serait pas drôle. Hop là. Et on va... Hop. C'est incroyable comment James Bond, juste avec un canon et un 15 secondes de musique, eh ben on y est direct. C'est incroyable. Moi je trouve ça trop fort James Bond. Après on n'aime pas, mais la puissance du truc, c'est incroyable. Alors que bon, c'est bien, moi j'ai rien contre James Bond, en plus c'est un peu truc de l'enfance et tout. Moi ça fait... Enfin, je suis pas vieux donc j'ai vu des James Bond depuis que je suis tout petit. Et, mais en soi, c'est une histoire d'agent secret qui a été visité et revisité. Enfin, c'est pas vraiment original, on va dire. Et pourtant, eh ben, il suffit de, voilà, un visuel avec un canon, un, un tout petit peu de musique, et paf, on est dans l'univers James Bond. Vraiment fort. Bon après, on sait pas du tout de quoi, à quoi va ressembler le jeu. Mais sachez que c'est dans les cartons, donc ça devrait arriver un jour. On enchaîne avec un écran. Alors moi j'adore les écrans, je suis très fan d'écran. Là on est sur du bel écran visiblement. Déjà on est sur Acer Predator. Predator, le haut de gamme, le haut du panier de chez Acer. Souvent des très très bons produits. Souvent des produits chers aussi, comme quasiment tout le temps. Mais du très très bon produit. On a ici un écran de 34 pouces en ultra large avec une dalle IPS. On a une résolution de 2K 1440p, donc en ultra large qui fait 3440 par 1440. On a un rafraîchissement de 180 Hz, donc top. En vrai quand il vous faut plus, c'est soit que vous êtes un joueur pro d'un jeu nécessitant un très très haut rafraîchissement d'image, soit que vous ragez trop et que c'est pas l'écran qui va vous sauver. Donc clairement, parce que 240 Hz, en vrai c'est stylé et tout, je suis d'accord, mais il faut déjà le PC pour réussir à avoir 240 Hz ou plus. Et, et en vrai, la différence est infime pour le commun des mortels. Pour, pour des gens où ils sont tous forts, ça peut faire une différence, clairement, parce que tout petit plus est bon à prendre quand tout le monde est très fort, mais pour le commun des mortels, on s'en fiche.
Après, le 144 Hz, moi je trouve que ça devient... C'est quand même quelque chose de... Effectivement, faut tout de même avoir la machine qui fait tourner. Suivant les jeux, c'est plus ou moins faisable. Après, c'est utile. C'est vraiment utile sur les jeux où on en a besoin. On va pas jouer... En vrai, jouer à Assassin's Creed Valhalla en 144 Hz, c'est agréable. Je n'en doute pas. Mais l'intérêt, il est juste pour du confort ultime, quoi. Clairement, sur, sur du jeu solo, sans que ça soit du compétitif, et du jeu où tu veux être dans l'aventure, dans l'immersion, déjà si tu as du 60 images par seconde constant, ça suffit pour être bien. Surtout que pour afficher du 240 Hz en 1080p, ça revient à faire du 180 Hz en UHD. Pourquoi? Moi, je suis pas d'accord là-dessus. Parce que Enfin, j'ai peut-être tort, hein, mais pour moi, du 240 Hz en 1080p, c'est faisable avec une bonne config, certes, mais c'est faisable. Du 180 Hz en UHD, UHD qui est la 4K, enfin la sub 4K, euh, c'est à l'heure actuelle inatteignable, hein. Ou alors faut inventer des jeux qui sont full optimisés. Ah non non, non non, déjà entre le 1080 et l'UHD, c'est 4 fois plus de... Non, c'est même plus que ça. Je crois que c'est au moins 4 fois plus de pixels. C'est au moins... Attendez. Ça, c'est une information qui m'intéresse. C'est un truc qui m'intéresse. J'aimerais savoir la différence. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est le nombre de pixels qui nous intéresse. Ah oui, donc c'est ça, c'est 60. C'est 60. Du coup, 60 Hz en UHD, pas 180. Si c'est ça, je suis d'accord avec toi. 4 fois plus. Non, t'inquiète, on s'est juste pas compris. Mais oui, du coup, je suis d'accord avec toi. Pour moi, il y a 4 fois plus de pixels entre le Full HD et l'UHD. C'est pour ça que ça s'appelle la 4K d'ailleurs. Sûrement. Ah, ils sont malins, hein. Et du coup, parce que pour moi, 180 Hz sur du 4K, c'est inatteignable. Déjà, là, il nous parle de 120 Hz en 4K. Euh, Moi, j'attends de voir, hein. J'attends de voir le 120 Hz en 4K sans la triche, en fait. Parce que je pense que Nvidia, avec son DLSS, avec des jeux full optimisés et tout, il y a moyen. Il y a moyen qu'ils les atteignent. Mais sans triche, avec du ray tracing et tout, ça devient plus compliqué. Bon, on finit avec cet écran. Du coup, cet écran 180 Hz en 2K. AMD FreeSync G-Sync compatible, validé par Nvidia, temps de réponse de 0,5 ms dans les conditions optimales. Bon, on va pas... Des belles lumières, une belle luminosité, un beau contraste, un angle de vue classique de 178 degrés. Voilà le visuel. Oh, il est beau. Oh, j'aime bien. En plus, l'effet vraiment zéro bord sur 3 côtés. Oh, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a comme connectique? On a
2 ports HDMI 2.0, 2 ports DisplayPort 1.4, donc 4 ports vidéo. 4 ports vidéo, c'est beaucoup. Hein. On a aussi un USB type C de 85 watts. Intéressant pour brancher quelque chose qui a besoin d'être rechargé. Que ce soit téléphone ou, je sais pas, caméra pour les professionnels, ce genre de truc. Ou même d'ailleurs, est-ce que, petite question, je n'ai pas la réponse, si quelqu'un a la réponse, je suis preneur. Est-ce qu'on peut recharger un certain PC portable en USB type C? Parce que 85 watts, ça suffit pour recharger beaucoup de choses. Hein. Et en plus, on a aussi la fonction DisplayPort. On peut utiliser cette USB pour afficher un écran. Incroyable. En plus de ça, 4 prises USB 3.0. Vraiment, la connectique qui régale hein, sur cet écran. Et une prise jack 3,5 classique pour du casque. On a 2 enceintes de 7 watts. On a même des haut-parleurs. Compatible avec les supports. Réglable en hauteur, en inclinaison, en rotation. Le tarif fait moins plaisir, forcément. Ok. Donc, d'après ton information qui te cache, c'est possible si on a le matériel compatible, mais ça veut dire il doit exister du matériel compatible. Moi, j'avoue que je pensais notamment aux, euh, aux ordinateurs, enfin aux portables Microsoft qui eux peut-être, je parle des ultra portables, hein, bien sûr, pas des trucs qui sont vraiment faits pour marcher sur batterie à la base, ou peut-être certains MacBook, quoi. Mais comment dire, pas un gros PC ou même pas un PC, enfin pour un PC portable gaming vraiment qui commence à être vraiment sérieux, vaut mieux avoir une vraie alim dédiée, hein, clairement. Je parle vraiment pour l'ultra portable, pourquoi pas. Pour les gens qui font, je sais pas, du graphisme sur Mac, peut-être. Bon, 1099 euros, ça fait moins plaisir. Mais honnêtement, il est très complet. Il est très grand. Tout de même 34 pouces. On est sur 34 pouces de diagonale. On est sur un peu moins de 90 cm de diagonale, un truc comme ça. Donc on est sur de la petite télé en extra large. Donc vraiment un très beau, un très bel appareil. Forcément, il est cher. En vrai, je suis pas sûr qu'il y ait des écrans Acer Predator, peu importe la taille, qui ne soit pas cher. Je pense que c'est vraiment, enfin c'est leur haut de gamme, voire leur très haut de gamme, et bah, ça se ressent toujours dans le prix. Mais franchement, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. J'ai pas le budget pour, mais et surtout ce look sans bord là, moi j'adore. Là, on voit bien l'écran, il va jusqu'au bout, quoi. Vraiment jusqu'au bout. Je trouve ça vraiment sympa. On enchaîne avec une news moins sympa. Pas de disponibilité pleine des RTX 3000 avant quelques mois. Et en plus, news pas très sympa sur l'information principale et vraiment aucune précision, quoi. Avant quelques mois. Quelques mois, ça peut être 2, ça peut être 10. Hein. On exagère bien sûr, mais si c'est 10, c'est une catastrophe. Surtout qu'il continue à sortir, voilà, on parle la 3060 Ti vers début décembre. Il continue à sortir des nouveaux modèles. Alors c'est bien, hein, moi je suis très content. Parce que j'avoue que les 3060 et 3050 sont plus dans mon budget que les 3090 et 3080, clairement.
Mais si déjà ce qu'ils font actuellement, ils n'arrivent pas à les produire, en produire d'autres. Ouais, cette, cette illustration résume très bien. Merci à cocotland.com d'avoir fait ça, ça résume très bien l'information principale de Nvidia depuis la sortie de ces cartes. Depuis qu'on a vu qu'elles étaient sympas, hein. Et bah voilà. Voilà, il y en a pas. Il y en a pas, il y en a pas. C'est triste. C'est triste, c'est triste. C'est pas les seuls en ce moment, c'est pas les seuls à avoir des problèmes de stock. Espérons que ça se règle bientôt et que des gens y travaillent déjà. On espère surtout ça, hein, que des gens y travaillent déjà. Si des gens y travaillent, ils trouveront des solutions. On continue avec Philips qui nous annonce 2 écrans 144 Hz. Alors ça devrait être à des prix plus abordables, on espère. On a un modèle 24 et un modèle 27 pouces. Je ne vais pas lire leur nom parce que pour moi ça c'est pas un nom, clairement. Arrêtez. Donc 24 et 27 pouces d'Alvea jusqu'à 144 Hz, AMD FreeSync Premium. On a une définition Full HD, temps de réponse de 1 ms et en vrai 4 ms, comme toutes les d'Alvea. Ça c'est une autre histoire. De toute façon en vrai les 1 ms vous allez quasiment jamais les avoir. Laissez tomber. C'est quand même beaucoup de... C'est toujours ça en plus. Mais la- quand on nous donne les 1 ms, en vrai, vous pouvez les avoir sur les dalles TN, qui sont du coup beaucoup moins belles, mais où là, vous pouvez vraiment avoir 1 ms. Si vous avez aussi le nombre d'images par seconde associé, donc un très haut nombre d'images par seconde, mais clairement, espérer avoir 1 ms de temps de réponse sur du 60 Hz, par exemple, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que déjà, votre appareil ne génère que 60 images par seconde, ce qui induit une latence de 60 images par seconde. Ça fait quoi? Ça fait 15, un peu plus de 15 millisecondes entre chaque image. Donc vous pouvez pas avoir un ms de temps de réponse en ayant une image toutes les 15 ms. Voilà, c'est des maths. Mais, mais bon, de toute façon, on les voit partout maintenant, donc c'est pas grave. Par contre, au niveau du contraste, on a un très très bon contraste. On a du 3000 pour 1, là on avait du 1000 pour 1 sur le précédent. Et on a 350 nits, un peu moins en luminosité que l'écran précédent. On va être sur des prix tout autres aussi. On est sur 189 € pour le 24 pouces et 239 € pour le 27 pouces. Donc des prix très corrects, très intéressants. Ouais, pour le temps de réponse, c'est un truc, mais c'est devenu un argument marketing très fort, j'ai jamais trop compris pourquoi. Mais de dire qu'on a un ms alors en vrai, bah, peut-être qu'il peut aller jusqu'à un ms, mais personne, enfin, 0,001% des gens qui achèteront le produit pourront profiter de 1 ms parce que pas la config qui générera assez d'images. Mais en vrai, sympa, sympa. Après, il faut les tester, il faut avoir un... Parce que là, c'est ce qu'on nous annonce. Il faut avoir quelqu'un qui nous dit, qui le teste en vrai et qui nous dit à quoi ressemble l'image. Parce qu'il y a aussi ça. Il y a aussi les réglages de l'image et tout. Il y a plein de choses qui font qu'un écran est beau ou moche. Mais au niveau caractéristiques techniques, il est très ok. Il est 144 Hz, Full HD, un temps de réponse correct, une dalle VA qui sont en général plutôt belles, encore utilisées par notamment Samsung sur des modèles haut de gamme, à des prix très raisonnables. C'est des prix indicatifs. Parce que c'est les prix conseillés de vente et on a vu ces derniers temps que prix de vente conseillés n'étaient pas tout le temps les prix de vente appliqués. Mais 189 € pour du 24 pouces en 144 Hz et 239 pour du 27 pouces, on aime bien. Salut Weizen13.
Donc sympa dans des écrans accessibles. On aime le matériel accessible. Tout le monde n'a pas 2 SMIC à lâcher pour se faire un setup. C'est important de penser à tout le monde. Et on rappelle, les gens, plus nombreux sont les gens qui mettent peu d'argent que des gens qui mettent 2 ou 3 SMIC dans leur setup. Passionné ou pas passionné, hein. C'est aussi une question de moyens. On finit avec ce kit de water cooling. Franchement, un de mes préférés, sûrement un des plus chers, parce qu'il est quand même à 230 €, ce qui est, on va se l'avouer, plutôt cher. C'est le Z53, le Kraken Z53 de NZXT. On a un radiateur de 240 mm et moi le petit détail que je trouve incroyable, c'est cet écran LCD sur le waterblock. Et je trouve que c'est une idée, c'est un peu, ça paraît un peu bête, mais en vrai pour les gens qui ont une config, un boîtier avec une vitre, ce qui représente de plus en plus de monde, c'est vraiment devenu une maxi mode. Alors on aime ou n'aime pas, ça je ne jugerai pas, mais ça représente beaucoup de gens maintenant, surtout dans le milieu du gaming. Et là, ils mettent un petit écran où on peut y afficher un peu ce qu'on veut, soit une température du liquide. Je crois qu'on peut aussi afficher la température au niveau du processeur. Et même un affichage personnalisé. Vous pouvez mettre votre, je sais pas, si vous êtes youtubeur, votre logo, des trucs comme ça. C'est quand même très marrant. Après, oui, c'est très cher. C'est très cher. 100 € de plus pour l'affichage. Du coup, 130 € sans l'écran et 230 € avec l'écran. En tout cas, ce sera simple à monter. C'est du kit water cooling all-in-one de NZXT. J'ai du mal à voir où pourrait être le problème. On a même une garantie de 6 ans sur le produit, ce qui laisse penser que la qualité est au rendez-vous. Non, honnêtement, moi j'ai juste le prix. Le prix est élevé. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Clairement. Mais l'objet est marrant et en fait, s'il y a vraiment 100 € de différence, ça vaut pas le ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, sauf si vous avez de l'argent à mettre dedans. Parce que 100 € pour un écran LCD, c'est trop cher. Mais non, en vrai, effectivement, je vais pas aller voir. C'est cher, ça je suis d'accord. Et je pense que le prix est lié au fait que c'est un peu les seuls à faire ça dans cette qualité-là. J'en ai déjà vu un ou deux autres avec des écrans, mais qui étaient compatibles. On pouvait pas personnaliser grand-chose. Et même les trucs de base étaient beaucoup plus réduits. Là, vous avez déjà plein de trucs de base. Après, si c'est 100 € pour pour l'affichage LCD, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, sauf si vous trouvez le truc délire et que vous avez le budget pour. Dans ces cas-là, foncez, forcément. Mais par contre, en termes de qualité et de facilité d'installation, il n'y aura aucun problème. C'est du kit all-in-one, donc vous avez juste à poser les vis sur le radiateur et poser le waterblock sur votre processeur et c'est gagné. Bravo à vous, vous êtes les boss. Donc là-dessus, honnêtement, les kits all-in-one, c'est vraiment pour les gens qui veulent avoir du water cooling. D'ailleurs, c'est pour les gens qui veulent avoir du water cooling. Quasiment personne ne fait son circuit custom, ou du moins très peu de gens, parce que ça demande des connaissances, beaucoup de temps, beaucoup d'investissements monétaires et un entretien régulier. Donc c'est quand même très très lourd. Salut Guy l'Alsacien, j'espère que ça va bien. Et en vrai moi j'aime bien. Après 230 €, honnêtement je vais pas vous mentir, je l'achèterai pas à 230 €, jamais.
parce que effectivement bien trop cher pour, un kit de 240. Encore s'il faisait 360, 3 ventilateurs, on pourrait peut-être commencer à y penser, mais 240, 2 ventilateurs de 120 pour 230 euros, c'est très très cher. C'est très très cher. Mais l'objet est quand même fun. L'objet est fun. Moi j'aime bien, mais trop cher. Ça, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais c'est comme le truc Nvidia qu'on a vu avant. Hein. L'objet est hyper stylé. On n'est pas allé voir le prix, mais on veut pas le voir. Et voilà, ça conclut nos news d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me faire des retours partout, en direct sur le chat, sur les réseaux sociaux, dans les commentaires YouTube. En tout cas, moi j'apprécie beaucoup ce moment tous les matins. J'aime beaucoup, même si je dois dire beaucoup de conneries, j'en doute pas. Et n'hésitez pas à me reprendre quand je dis des conneries parce que du coup j'apprends et c'est grave bien. Mais j'hésiterai pas à me corriger quand je dis des énormes bêtises, clairement. On est là pour apprendre et échanger avant tout.